Salut tout le monde, je vous remercie sincèrement pour avoir disposé de votre temps de participer à cette sixième édition de notre visioconférence sous le thème de rôle de la cartographie participative dans la réussite des projets humanitaires en Afrique. Je suis le responsable de RFS Consulting, Bureau d'études environnementales et d'ingénierie. Nous avons mis en place un programme spécifique RFS Academia. C'est un programme où nous offrons des services de renforcement des capacités via des formations professionnelles en ligne et en présentiel. Nous sommes siégés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, légalement reconnu par l'État congolais. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui à cette sixième édition, où vous allez remarquer la participation des contributeurs de OpenStreetMap RDC. Ensemble, nous allons parler du projet de cartographie des zones de santé dans la province du Nord Kivu. En dehors de lui, il y aura M. Jean Todel, qui est au Togo, qui va nous parler aussi d'un projet où il a utilisé la cartographie participative. À présent, je passe la parole à notre cher Moulouba Bienveni. Bonjour, bon après-midi à tout le monde, partout où vous êtes. Eh bien, moi, c'est Moulouba Bienveni, je suis cartographe, ingénieur technicien. Je suis contributeur actif à OpenStreetMap. Et nous avons réalisé un projet de cartographie au Nord Kivu, en RDC, où le principe, c'était faire participer la communauté sur la réussite de ces projets. Alors, la sixième édition aujourd'hui de cette conférence va se baser sur ce cas concret où nous nous sommes servis des méthodes et des outils open source pour parvenir aux résultats. Les thèmes qu'on a choisis aujourd'hui sont impact rapide de la cartographie participative dans les projets humanitaires dans 4 zones de santé au Nord Kivu. Au Nord Kivu, c'est en RDC. Le plan de notre présentation est là. Nous allons essayer de parler de OSM en général, comment OSM a commencé et OSM si c'est quoi. Et puis suivra la problématique qui a été développée, qui a trouvé sa réponse dans le projet. Et puis, nous allons vous présenter aussi des méthodologies que nous avons utilisées pour arriver au résultat. Et puis, les outils sélectionnés qui sont adaptés à la population de la campagne. Et aussi les résultats. Et puis, notre méthode de pérennisation du projet. Ici, comme vous le voyez directement, OpenStreetMap, OSM, sigle, c'est un projet collaboratif qui vise à créer une base de données géographiques du monde libre et cette base de données qui peut être modifiée. Alors, ces géodonnées sous-jacentes aux cartes sont considérées comme les principaux résultats du projet. Pourquoi? C'est parce que depuis sa fondation, depuis sa création, jusqu'à aujourd'hui, statistiquement, on comprend qu'avec l'idée des projets collaboratifs, il y a une croissance aiguë sur la création des données. Alors, cette création des données et puis la croissance de OSM ont été motivées par des restrictions d'utilisation ou des distributions des données cartographiques dans une grande partie du monde. Quand on dit projet collaboratif, c'est-à-dire que ça fait intervenir plusieurs personnes. Et quand il y a plusieurs personnes, c'est le succès croissant sur l'obtention des données voulues. Alors, les utilisateurs peuvent collecter des données à l'aide de relevés manuels, des dispositifs GPS, des photographies aériennes et d'autres sources gratuites, ou utiliser leurs propres connaissances locales de la région. Alors, ces données collectées par la foule, les gens sont ensuite mises à disposition sous des licences Open Data. Ça veut dire qu'avec l'idée des projets collaboratifs, OSM permet à ce que tout le monde puisse utiliser ses potentiels, ses capacités pour renseigner de manière géographique, de manière cartographique,
tout ce qui se trouve autour de lui. Que ce soit des outils GPS, des photos aériennes et d'autres ressources gratuites. Mais l'idée, c'est qu'on insiste sur l'utilisation des propres connaissances locales de la région. Alors, cette idée développe l'impact de la collaboration de la communauté, d'où la nécessité des projets collaboratifs et son succès. Alors, les données OSM peuvent être utilisées de diverses manières. Par exemple, si vous les avez déjà utilisées, notamment pour la production de cartes papier. Les exemples, vous allez les voir. Et puis, les cartes électroniques, comme vous allez voir aussi dans le site de OSM. Il y a aussi la géocodification des adresses, les noms des lieux, la planification d'itinéraires. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui utilisent les données de OpenStreetMap, mais parmi les grands utilisateurs, nous avons Facebook. Facebook que vous connaissez très bien. Il y a Microsoft, il y a aussi OSM, il y a MapMe et beaucoup d'autres utilisateurs que nous connaissons et que nous ne pouvons pas tous citer ici. C'est quoi l'origine de OSM? Ça a été créé par Stephen Coast au Royaume-Uni en 2004. Il a été inspiré par les succès de Wikipédia, car ce dernier, c'est un projet collaboratif qui rassemble des milliers de contributeurs. Les mêmes principes s'appliquent sur OSM parce que OSM aussi rassemble des milliers et des milliers de contributeurs. Revenons sur le cas concret du projet de la cartographie collaborative et relative au projet que nous avons effectué au Nord Kivu. Ici, par exemple, la problématique, c'était pourquoi les projets humanitaires ne répondent toujours pas aux besoins de la communauté. Comment la cartographie participative peut-elle aider au succès des projets humanitaires? Et puis, quelle méthodologie pratique peut-on utiliser? Ne vous en faites pas, toutes les réponses à ces questions se trouvent dans le développement des cas concrets du projet cartographique Scaling Missing Map réalisé par OSM dans les 4 zones de santé que nous avons parlé précédemment au Nord Kivu. Et puis là, il y avait une zone de santé rurale et 3 zones de santé urbaine où nous avons testé. Alors, c'était quoi au juste la méthodologie et les outils utilisés? Parlons de la méthodologie. La première chose à faire, il faut faire des missions pilotes. Une mission pilote. Ça consiste à quoi? Eh bien, cette mission pilote va vous permettre de dialoguer librement avec les leaders de la communauté sur les besoins spécifiques de la population. Ça, c'est la première étape. C'est pour que, dans un premier temps, c'est amener à ce que la communauté déjà présente ce qu'ils ont besoin. Et puis, essayer de comprendre les différents points de vue de la communauté sur les projets que vous voulez réaliser dans leur milieu. Et puis, cartographier les différentes manières possibles de l'implication de la communauté dans les projets. C'est faire participer la communauté, ou soit la population, dans la réalisation de plusieurs activités ou plusieurs tâches. Alors, les leaders communautaires vont vous donner leurs besoins, ils vont vous expliquer les besoins de la communauté, ils vont vous parler de ce qu'ils pensent. Et puis, ces échanges-là vont vous permettre de recadrer votre projet et de vous rassurer que votre projet va répondre aux besoins de la communauté. Et c'est cette méthode, par exemple, que nous avons aussi appliquée sur terrain. Au Nord Kivu, la plupart des zones de santé sont bien structurées dans le sens qu'elles sont divisées en aires de santé et des cellules d'animation communautaire. Bon, peut-être dans
D'autres ici, on n'utilise pas les termes zone de santé, on utilise par exemple les districts sanitaires, par exemple. Eh bien, notre cas, c'est les termes que nous allons beaucoup utiliser, c'est zones de santé. Alors, dans les zones de santé sont divisées en aires de santé. Pourquoi cette division? C'est pour permettre à ce qu'on puisse avoir, à travers la zone de santé, plusieurs centres de santé qui peuvent rapprocher la population aux soins de santé. Dans les aires de santé également, il y a de subdivisions de cellules d'animation communautaire. Ces cellules d'animation communautaire ici ont pour rôle de permettre à ce que les responsables d'une aire de santé puissent avoir des informations à temps plein sur ce qui se passe dans sa communauté, surtout du point de vue santé publique. Alors, tous ces éléments-là doivent être cartographiés et doivent être renseignés. D'où le projet que nous avons réalisé, ça consistait à faire la cartographie détaillée de ces cellules d'animation communautaire. Quand on dit cartographie détaillée, ça veut dire que nous allons collecter toutes les limites de ces cellules d'animation communautaire. Nous allons prendre tous les points d'intérêt, par exemple. Nous allons prendre les cours d'eau, par exemple, les routes et beaucoup d'autres éléments de détail. Alors, l'objectif, c'est que les informations collectées puissent renseigner à détail les origines des patients. Par exemple, il peut y avoir une alerte d'une épidémie dans la communauté. Il peut y avoir un cas, un malade patient qui se fait consulter au niveau du centre de santé et que, par exemple, l'IT ou soit l'infirmier constate que le diagnostic confirme que ce patient a choléra. Alors, les informations détaillées de ces CAC permettront à ce que l'IT puisse visualiser sur la carte, ou soit faire les analyses sur cette carte, sur toutes les possibilités de naissance d'une épidémie dans tel ou tel milieu, ou soit dans une communauté. Par exemple, la patiente qui vient se faire consulter habite un endroit où, par exemple, c'est autour d'un dépotoir public. Et puis, cet endroit, par exemple, il n'y a pas d'eau potable. Alors, toutes ces informations détaillées et visibles sur une carte vont directement permettre à ce que l'IT puisse prendre des décisions pour contourner cette épidémie, par exemple en organisant des rings de vaccination, soit des rings de vaccination, oui, ou soit des rings pour empêcher le développement vite de cette maladie, parce qu'il aura déjà localisé avec précision l'origine du problème dans son aire de santé. Et ça, c'est à partir des informations fournies par la communauté sur les cellules d'animation communautaire, à partir des relais communautaires, parce que ces cellules d'animation communautaire sont gérées par des relais communautaires. Et les relais ont pour rôle de faire la liaison entre la communauté, la population, et les structures de santé. Ainsi faisant, quand on envoie des experts sur terrain, par exemple, dans une aire de santé X, pour faire ce travail de cartographie, ces experts ne savent rien des détails sur les limites, par exemple, les détails sur la situation sécuritaire, ils ne savent absolument rien. Et à cela, ils ne peuvent pas dire que s'ils travaillent sans la collaboration de la population, qu'ils vont s'hasarder à trouver les bons résultats. La seule bonne façon d'aboutir à un bon résultat, c'est que ces experts-là, ils doivent collaborer avec la communauté, avec la population. Et c'est cette façon-là d'impliquer la population dans le projet. Ça va amener à ce que la population comprenne de quoi il s'agit. La population va comprendre l'importance de cette donnée, de cette cartographie, et comment ils peuvent s'en servir et comment ils peuvent eux-mêmes contribuer à la mise à jour de ces informations spatiales. Là, c'est maintenant le succès de la
cartographie participative. Là, vous allez avoir des données très fiables, des données acceptées par la population, des données qui reflètent la réalité du terrain. Si on va essayer de parler de la cartographie participative, disons oui, participative de la population dans la collecte et la validation des données. L'idée, c'est d'amener la communauté à s'approprier les projets et à s'impliquer dans la réalisation des activités. La population va participer à la planification des activités en proposant son point de vue sur la zone d'intervention, en se basant bien sûr sur sa connaissance du milieu. Ça, c'est très important. Disons que dans votre planification, vous voulez avoir les limites détaillées d'une zone X. Vous êtes nouveau dans ce milieu. La seule personne qui peut vous conduire jusqu'à l'obtention des vraies limites, c'est la population autochtone. Elle seule, c'est elle qui connaît très bien où est-ce qu'il se sépare avec les autres. La population sera capacitée sur les outils à utiliser pour la collecte des données. Pourquoi? C'est important parce que si la population elle-même participe à la collecte des données, rassurez-vous, ça va contourner beaucoup de préjugés sur votre activité. Surtout en Afrique et aussi au Nord Kivu, nous avons beaucoup de cas où la population n'a plus confiance aux personnes visiteuses pour plusieurs raisons. Mais maintenant que la population a compris ce que vous cherchez, la population sait ce que vous cherchez, à quoi c'est important pour eux, la population va s'impliquer et là, vous allez contourner tout ce qu'on pourrait parler comme bavardage autour de votre activité et autour de votre projet. Et la population va s'occuper de la suite des projets. Et surtout, quand vous les avez capacités elles-mêmes dans la collecte des données, après votre passage, la connaissance que vous allez laisser dans la communauté, il y aura comme retour, la population va elle-même s'occuper de la mise à jour des données autour de leur entité. Alors, l'autre chose, un aspect à ne pas aussi oublier, c'est que la population donne les détails des milliers en dessinant les cartes à croquis à main levée. Premièrement, c'est pour que vous puissiez comprendre par vous-même jusqu'à quel niveau la population elle-même maîtrise les informations autour d'eux. Et puis, cette façon de faire va vous permettre déjà de voir la fiabilité des données. Prenons un exemple. Des groupes déjà de la population se partagent la même limite, mais ils doivent renseigner séparément où passent leurs limites. Alors, vous, étant qu'expert, vous allez prendre les deux croquis qu'on vous présente et vous allez mettre la population devant et puis expliquer eux-mêmes déjà ce qu'eux ont compris ou soit ce qu'ils ont comme attente sur la limite. Cette façon de faire, notez bien, c'est la cartographie. Cette façon de faire va éclaircir certaines choses. Et quand vous allez collecter ces données-là, pour vous, ça sera déjà une donnée très fiable et acceptée par la communauté. Alors, la population, quand elle va elle-même participer à la collecte des données, bien sûr avec votre soutien, quand vous les avez capacité sur les outils, et quand vous allez vous servir des croquis qu'eux-mêmes ont fournis, ça va, comme je l'ai dit tantôt, vous faciliter d'avoir une fiabilité sur la donnée. Alors, une fois toutes ces données collectées du terrain, vous les avez rassemblées, la population va participer maintenant au nettoyage. Comment, par exemple? Bon, supposez que vous avez collecté les limites d'une entité et que, bon, avec la précision du GPS, l'état atmosphérique et consort, peut-être que les GPS, votre téléphone, votre outil peut perdre le signal. Alors, si lors du nettoyage, la population qui a collecté cette donnée est avec vous,
il faut vous permettre directement de retrouver les traces parce qu'il faut se souvenir de là où ils sont passés pour collecter cette limite-là. Alors, et là, l'ensemble de nettoyage est terminé. Vous allez rassembler ces informations, soit ces limites, avec une bonne précision, avec une bonne netteté. Alors, là, vous avez travaillé avec la population de différents groupes par-ci, par-là. Mais maintenant, il faut que cette même population-là participe au contrôle de qualité. Rassurez-vous qu'une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, appelez quand même cette population pour leur présenter les résultats. Voici ce que nous avons amené du terrain et voici ce que ça a donné. Laissez la population donner leurs corrections sur les noms, par exemple, que vous avez mal orthographiés. Donnez des corrections sur les limites qui sont mal passées. Donnez des corrections, par exemple, sur la position de certains points qui ont été mal cartographiés. La population va s'occuper de la validation de la donnée. Alors, voilà comment on peut essayer de faire participer la population dans des projets de cartographie. Quand on veut avoir les résultats ou soit le succès de ces projets, il faut toujours faire la collaboration ou soit la participation de la population. Mais dans certains cas, dans certains endroits, bon, oui, les JAP se permettent de faire des cartographies à distance. C'est souvent, par exemple, pour réseau de sécurité, pour atteindre le lieu de travail, le lieu de collecte des données. Ça peut arriver aussi suite, par exemple, à une longue distance, soit peut-être aussi les moyens. Mais la cartographie à distance n'est pas toujours encouragée à être utilisée pour plusieurs raisons. Vous n'êtes pas vraiment allé sur le terrain, vous n'allez pas vraiment avoir les données fiables, la population ne sera pas impliquée, elle ne servira à rien, et elle ne comprendra même pas à quoi ces données leur sont utiles. Et puis, vous allez amener la donnée, soit une carte par exemple d'un millier que vous avez faite à distance, et puis, sur le terrain, vous allez constater, peut-être ça peut amener à ce que la population pose trop de questions, la population désapprouve vos données, la population n'est pas d'accord sur certaines limites, sur la localisation des objets, les noms mal orthographiés, et j'en passe. Mais, à la différence, la cartographie participative va faciliter à contourner toutes ces questions. Alors, comme vous le voyez sur ces figures-là, l'image 1, ça, c'est dans une séance où la population elle-même est en train de présenter sur un croquis les détails autour de lui. Sur un croquis, bien sûr. Donc, la population essaie de faire sur un croquis ce qu'eux maîtrisent comme limite de leur entité et même la localisation de certains points de détail. Et là, la figure 2, c'est que là, c'est maintenant la population elle-même qui participe à la collecte des données. J'imagine là, c'est bon, là, c'est juste à la limite entre 2 heures de santé. Cette rivière-là qui se voit, c'est la limite entre 2 heures de santé. Et là, ils sont en train d'utiliser un OSM And, également OSM Track, pour suivre les traces de cette rivière jusqu'à cet endroit-là où il y a séparation des 2 limites. La limite de 2 heures de santé. Et là, la figure 3, c'est l'implication déjà, où ces mamans-là, elles-mêmes ont fait cette carte-là, de croquis, et eux-mêmes sont en train d'expliquer aux autres que non, notre limite, ça passe ici, telle partie, c'est par exemple une église, telle partie, c'est un marché, et ces mamans sont en train de donner les détails de la CAC qu'eux maîtrisent. Ici, l'image 4, c'est que c'est après le nettoyage des données, les drafts sont amenés dans la population et la population elle-même est en train de visualiser la donnée qui est venue du terrain. Ils sont en train de faire un peu de contrôle sur la qualité des données. Et puis, l'avantage, c'est que c'est faire accepter le projet par
la communauté, soit par la population. Alors, il y en a plusieurs outils qui ont été utilisés. Toujours dans notre exemple, dans les 4 zones de santé du Nord Kivu, les outils qu'on a utilisés, par exemple, il y en a eu des outils qui nous ont servi sur le terrain et les outils qui nous ont servi au bureau. Alors, sur le terrain, avec la collaboration de la communauté, les croquis des détails de la zone d'intervention ont été très puissants sur la fiabilité de la donnée. Comme vous l'avez vu sur l'image, les croquis produits par la population qui maîtrise les détails du milieu, ajouter les outils de collecte des données par mobile comme OSM. Rappelez que ces outils-là ont été sélectionnés en se basant sur la manipulation facile par la population de la campagne et qui s'adaptent à la situation socio-économique de la population. Et parmi ces outils, nous prenons par exemple OSM. OSM qui est un outil de navigation et de collecte des données par GPS. Cet outil permet de visualiser la position. Ça, c'est un. Et puis, c'est un outil de collecte en fonction du fond de carte OSM qui est incorporé dedans et qui permet directement de visualiser les informations autour de vous. Par exemple, les routes, par exemple, les cours d'eau, par exemple, les bâtiments numérisés et aussi, par exemple, d'autres points d'intérêt comme des marchés, des écoles, et des églises et aussi autre chose. Ça vous permet d'éviter les doublons quand vous êtes en train de collecter. Ça vous permet de savoir où vous êtes quand vous êtes en train de collecter. Et puis, OSM fonctionne en majeure partie hors ligne, sauf à cas où on va s'en servir pour contribuer à OSM. Le logiciel SIG QGIS a servi aux travaux du bureau dans la production des cartes. Et ces cartes-là qui ont été des résultats des travaux de terrain et puis à la demande de la population. Notez qu'à part OSM, il y en a aussi OSM Tracker que nous avons aussi utilisé, qui nous a facilité à collecter les traces, les limites des polygones, les limites de l'aire de santé, les limites des aires de santé, les limites de la zone en entier. On s'est servi aussi des cobots pour la suite des enquêtes. Alors, ne vous en faites pas, toutes les données collectées par d'AOSM sont aussi disponibles. Vous tous, vous pouvez y accéder. Et même l'outil OSM, vous pouvez y accéder à partir de Play Store si vous avez un Android ou bien App Store si vous utilisez les iPhones. Et là, c'est accessible pour tout le monde. Et toutes les données de OpenStreetMap sont aussi accessibles à tous sur la réutilisation et même tout le monde peut participer à la mise à jour. Alors, sur les résultats que nous avons éditérés, ici, il y a défilé de plusieurs cartes que vous allez voir. Les cartes là qui ont été amenées qui ont été produites à partir des données collectées sur terrain. Ne vous en faites pas, ce sont des cartes super belles qui ont beaucoup de détails, une très bonne précision et qui ont une bonne fiabilité parce que c'est la communauté elle-même qui a participé à son élaboration. C'est la communauté elle-même qui a participé à la collecte des données, même à la validation. Alors, cher Christian, à ton niveau, je pense que tu peux nous montrer quelques cartes disponibles dans notre base. Ok, merci beaucoup, cher Moulouba. Comme je l'avais dit au début, personnellement, j'ai intervenu dans ce projet comme étant consultant cartographe. J'avais le rôle de traiter tout ce qui est contrôle qualité et élaboration des cartes Atlas et puis des cartes thématiques, ainsi que la préparation des modules de formation. Comme vous avez bien suivi la présentation, à présent, je vais partager mon écran et puis vous faire voir quelques cartes qu'on a ciblées parmi les réalisations. Celle-ci, c'est la carte de la zone de santé de Butembo. Sur la carte, le but était de représenter
la population par cellule d'animation communautaire, comme vous pouvez remarquer là. Donc, nous avons la population représentée. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Et les données de la population proviennent des terrains. Comme vous avez dit, il y a eu vraiment l'intervention de la cartographie participative. Donc, nous avons beaucoup plus collaboré avec le personnel de santé sur terrain, donc les relais communautaires qui nous ont fourni les différentes données ou bien informations utiles à ces projets. En dehors de cette carte, nous avons la carte des sites de vaccination. Et sur cette carte, le but était de représenter dans la zone de santé de Butembo, dans chaque aire de santé et puis les cellules d'animation communautaire, quels sont les endroits où il y a des sites de vaccination. Comme ça, la population est un peu informée, par exemple dans l'aire Millet, où se trouvent les sites de vaccination. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est littérature et autres là, notre cher ami a beaucoup plus parlé là-dessus. Donc, si vous pouvez voir la qualité avec laquelle ces cartes ont été réalisées. La légende qui détaille tout, le métadonnées dans la source, le logo OpenStreetMap RDC, ainsi que les différents partenaires qui ont sponsorisé ou soit financé ces projets. Comme vous pouvez les remarquer là. À part cette carte, nous avons, par exemple là, la carte des points d'eau. Donc, toujours avec la participation des paysans, donc les relais communautaires ainsi que les contributeurs OpenStreetMap sur terrain, les données qui ont été collectées concernant les différents points d'intérêt. Nous avons eu à réaliser cette carte en illustrant, soit en indiquant les différents emplacements des points d'eau. Et puis, différencier un peu, par exemple, les sources d'eau aménagées. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Les sources d'eau aménagées ainsi que les sources d'eau non aménagées. Par exemple, avec ces cartes, déjà, on facilite un peu la tâche au personnel de santé ou à la population afin de savoir, par exemple, dans cette aire de santé ou bien dans ces cellules d'animation communautaire, il y a combien de sources d'eau aménagées, il y a combien de sources d'eau non aménagées. Et cela joue un grand rôle dans la prise de décision. Par exemple, ici, il y a l'autorité qui veut mettre en place d'autres projets. Ces genres de données peuvent lui être très utiles. Donc, comme vous pouvez remarquer, ce qui est en bleu, ce sont des sources d'eau aménagées et ce qui est de couleur noire, des sources d'eau non aménagées. Donc, je peux encore plus zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà ce qui a été fait. À part cette carte, nous avons aussi, là, nous avons la carte des distances de la zone de santé de Kalunguta. On va essayer de montrer, voilà. Donc, comme je disais, la carte des distances. Ici, on a essayé de faire l'analyse. Le but était de déterminer la distance en se servant des chemins les plus courts des différents centres de santé vers le bureau central de la zone de santé. Comme ça, dans chaque aire de santé, on est au moins informé de la distance entre les centres de santé, de l'aire de santé, et puis le bureau central de la zone de santé, en se servant du chemin le plus court. C'est possible de le faire avec QGIS, en ce qui concerne l'analyse réseau. Ceux qui suivent un peu la formation chez nous savent un peu comment y arriver. Voilà. Là, c'est toujours la carte des distances pour la zone de santé de Katwa. Vous pouvez le remarquer. On a utilisé toujours la même méthode avec l'analyse des réseaux en se servant de l'outil chemin les plus courts, ce qui nous a permis à y arriver. Donc, comme vous pouvez remarquer sur cette carte, nous avons la carte des densités. Sur cette carte, en fait, on s'est servi des données de la population, donc le nombre de populations dans chaque cellule d'animation communautaire.
dans la zone de santé de Butembo. Après quelques calculs, qui nous a permis de savoir la densité de la population. J'espère certaines parmi vous connaissent déjà. En prenant le nombre de la population divisé par la superficie, ce qui nous a permis, tout ça est possible, il y a possibilité de le faire avec QGIS, ceux qui manipulent déjà le logiciel et ça. Ce qui nous a permis d'arriver à cette carte. Je vais essayer un peu de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Et la carte de densité de la population par cellule d'animation communautaire. Et j'espère que vous voyez la qualité avec laquelle les cartes ont été réalisées. Vous avez les différentes informations sur le métadonnées, sources, légendes, depuis le logo de OpenStreetMap RDC et les différents partenaires qui ont financé le projet. À part cette carte, nous avons... Il y avait aussi, en fait, dans le travail demandé, réaliser des cartes de la zone de santé complète au format A0. Et cette carte-là a plus d'informations, comme vous pouvez le remarquer. Donc, on a essayé de presque tout représenter, tout ce qui est point d'intérêt, tout ce qui est structure de santé, et puis l'information sur la couverture du sol, et puis tout ce qui est bâtiment. Donc, ce sont des cartes déjà remises à la population locale, dont le personnel de santé. Et à la suite de cette présentation, cher Moulouba va vous faire voir les différentes illustrations et lors de la cérémonie de remise de cartes et comment ils ont apprécié ce qui a été fait et puis et même aujourd'hui sont en mesure de reproduire parce que, comme je l'ai dit, en dehors de tout ce qui est réalisation de cartes, il y avait aussi la préparation des modules de formation. Donc, le but était d'initier la population locale, donc le personnel de santé, d'être en mesure d'actualiser ces données, par exemple avec des atlas, d'être en mesure aussi de produire des cartes. Voilà, je vais essayer d'un peu zoomer pour qu'on puisse bien voir. Vous remarquez même que sur la carte, nous avons utilisé le modèle numérique des terrains afin de bien illustrer même le forme des reliefs. Parce que si par exemple on doit quitter d'un centre de santé vers le bureau central ou ceci, cela, la route qu'on va prendre, qu'on soit moins en mesure de savoir quels sont les différents reliefs. Est-ce qu'il y a la vallée, est-ce qu'il y a la montagne, où passer, est-ce qu'il y a une rivière, ainsi de suite. Donc, c'est comme vous pouvez remarquer sur cette carte. Voilà, donc je crois, cher Moulouba, on ne saura pas présenter toutes les cartes réalisées parce qu'il y en a tellement beaucoup. Nous avons sélectionné quelques-unes afin de faire voir à nos participants ce qui a été comme travail réalisé par OpenStreetMap RDC et d'où j'ai intervenu comme étant consultant, cartographe. Cher Moulouba, à présent, je te remets la parole pour finaliser avec la présentation. Bon, voilà. C'est maintenant la pérennisation des projets. Qu'est-ce qui se passe? Là, le retour de la population sur le projet dit grand chose sur la réussite du projet. La population nous a ça pour ça soutenu dans la réalisation du projet. C'était vraiment une cartographie collaborative, une cartographie participative. Et là, c'est quelques images de remise. La première image, là, c'est l'homme qui est en train de recevoir la carte de son aire de santé. Et puis là, l'image suivante, c'est la carte de la zone de santé, comme Christian venait de la montrer. Et la troisième image, là, c'est maintenant tout le personnel, les prestataires de santé, de la zone de santé de Kalunguta, qui sont en train de recevoir, à présence des médecins chefs de zone, qui sont en train de recevoir leurs différentes cartes répondant à leurs demandes. Lorsque on est entré dans les milieux, on a pris l'initiative de former d'abord la communauté sur la réutilisation des outils.
pour que la communauté puisse participer à la collecte des données. Et maintenant, lors de la remise définitive des données, des résultats ou bien des cartes, là encore, on a procédé à une formation de la population sur la réutilisation de la donnée. Comment ils peuvent se servir de cette donnée-là concrètement pour retrouver les adresses, par exemple, pour retrouver les origines des patients, pour faire un peu des analyses sur la situation épidémiologique dans leur milieu, et comment ils peuvent se servir des OSM pour collecter ces informations, de nouvelles informations, et les partager, et comment ils peuvent eux-mêmes produire des cartes localement, des cartes d'analyse, des cartes thématiques de leur milieu. Alors, le retour, c'est que autour des 36 aires de santé cartographiées, jusque-là, il y a les cas concrets, par exemple, l'aire de santé de Boutoué, bon, vous ne savez pas Boutoué, il y a eu, par exemple, rattrapage sur les enfants à vacciner. Les informations visibles sur la carte, la localisation des sites de vaccination et la localisation et la densité de la population a amené à ce que les responsables satellites du centre de santé puissent décider la multiplication des sites de vaccination dans son aire de santé pour lui permettre de rattraper les autres enfants qui, faute d'être distants des sites de vaccination, ratent les occasions de la vaccination, la campagne de vaccination, ou soit ils sont découragés à parcourir tous les trajets et puis ils décident de s'orienter dans des zones, dans des sites de vaccination hors aire de santé. Plusieurs cartes que nous avons remises, les cartes détaillées de cette aire de santé, a permis maintenant à l'IT de décider où placer de nouveaux sites de vaccination. Et ces nouveaux sites de vaccination ont été une réponse à la demande, aux besoins de la population, parce que au lieu que la population, soit les enfants puissent parcourir, soit les mamans puissent parcourir une longue distance pour accéder aux soins, soit pour faire vacciner les enfants, cette fois-ci, c'est les soins qui est venu tout près de la population. Et là, les cibles dans la campagne de vaccination a été atteint, ça pour ça. Les enfants des rattrapages ont été rattrapés et ainsi, à quelque sorte, les cartes ont permis à sauver des vies, mais également à améliorer la santé publique de la population. Ça, c'était par exemple les cas concrets de réutilisation. Dans la pérennisation, il faut amener à ce que la population elle-même puisse s'occuper de la suite du projet, de la suite de la donnée. Par exemple, il ne faut pas quitter le terrain sans pour autant transmettre vos connaissances, sans pour autant transmettre vos compétences à la population. Ça, il ne faut pas quitter le terrain et puis couper toute collaboration possible avec la communauté. Ça veut dire que rester en contact avec la communauté va vous permettre à ce que lorsqu'il y a des questions supplémentaires de compréhension qui viennent de la population qui est en train de vouloir faire mieux, si vous êtes joignable, si vous avez été collaborable, vous avez laissé vos coordonnées, ça va permettre à ce que la population vous rattrape, vous contacte et vous pose des questions, des compréhensions, des orientations, et jusqu'à ce qu'elles-mêmes puissent continuer à mettre à jour. Les données collectées ont montré les sources d'eau potable aménagées et d'autres sources d'eau potable non aménagées. Alors, à quoi c'est important toutes ces informations? Parce que dans la communauté, la demande, c'était que la population puisse elle-même être capable de savoir dans leur milieu quelle source a besoin d'être aménagée et quelle autre source n'a pas besoin d'être aménagée. Et ça permet à ce que, au niveau local déjà, au niveau des CAC, qui est des petits projets de développement rural et que la population elle-même puisse être capable de détecter les besoins qu'ils ont localement dans leur milieu. Et même pour la
les prestataires de santé ou soit les responsables des aires de santé puissent eux-mêmes être capables de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain quant aux besoins d'eau potable, quant aux besoins de renforcement des structures sanitaires. Et même pour aller au-delà, les humanitaires qui viendront, qui auront besoin d'appuyer cette population, qu'ils puissent déjà savoir ou soit trouver directement la population elle-même déjà élaborer les besoins en avance, comme par exemple, tel milieu a des sources d'eau potable, mais les sources qui ne sont pas aménagées, et c'est ce qui constitue un danger pour la santé publique, qui sera dit en maladie de Messal, par exemple, ou soit des maladies liées à la consommation d'eau impropre. La cartographie détaillée des milliers et la cartographie participative facilite maintenant aux humanitaires de répondre directement aux besoins. Toutes ces données, toutes ces informations collectées dans ces projets sont disponibles sur les plateformes OSM et vous pouvez y accéder tout simplement à faire vos recherches sur les milliers et puis en utilisant des outils de téléchargement de ces données comme OSM elle-même, soit QGIS par exemple. Les outils que nous avons utilisés, c'est QGIS, comme je l'ai dit tantôt, sur l'appui technique au bureau. Il y a OSM qui nous a servi très bien sur le terrain. Il y a OSM Tracker qui nous a aussi très bien servi, sans oublier Kobo qui a donné aussi sa part. Alors, il n'y a pas toujours des activités sans difficulté. Comme vous le constatez, les difficultés sont toujours là. Si vous n'avez pas utilisé des outils open source, vous allez vous confronter au problème de droit d'auteur. Il y a certains logiciels qui coûtent cher sur son utilisation. Il y a la pauvreté aussi de la population. Il y a la pertinence des données à collecter sur tel. Il peut arriver aussi que les ordinateurs puissent aussi ne pas vraiment être capables de contenir tous les détails des données collectées sur le terrain et produire une carte. Il arrive que ça soit comme ça, mais heureusement que nous l'avons aussi contourné. Il y a aussi le souci des compétences des utilisateurs. Ça peut arriver sur les problèmes d'interprétation de la donnée. Si ces problèmes d'interprétation de la donnée, ça a été aussi remarqué quelquefois sur le terrain. Par exemple, une personne qui n'avait jamais entendu parler de la carte, qui n'avait jamais fait même un croquis. Mais quand on lui présente une carte, dit que non, ça c'est les détails de votre région ici, bon, il va difficilement directement interpréter les informations qui sont sur la carte. Mais quelques cas nous est arrivé aussi sur le terrain. Et puis, quand on est en train de collecter les données sur le terrain, l'impraticabilité des routes en Afrique, surtout dans les milieux ruraux, dans les milieux ruraux par exemple, il y a toujours le problème d'impraticabilité des routes. Là où on peut aller, par exemple, par Angers, on sera obligé de laisser l'Angers parce que la route a beaucoup de bouts, la route est très montagneuse, la route est la route avec beaucoup de détails. Et aussi, il y a eu des barrières anarchiques, ça on ne va pas beaucoup détailler. Et puis, l'exposition aux intempéries. Quand on est dans les fins fonds, comme sur l'image qu'on a montrée là, on est dans la brousse où on est allé trouver la limite entre deux aires de santé et supposer que quels que soient les imperméables ou les bottes copotes, supposer qu'il y a de la pluie. Là, vous n'allez pas vous abriter pêle-mêle, vous serez toujours mouillé. Il peut arriver aussi que vous soyez attaqué par des insectes, vous soyez attaqué par même les serpents peuvent vous attaquer. Ça, ce sont des réalités sur le terrain. Alors, dans l'ensemble, comme Christian l'a dit, l'importance de la cartographie en général, ça permet aussi dans la prise de décision. Alors, à cela, il faut faire une carte plus précise avec une bonne fiabilité, de beaux détails. Et cela n'est possible que lorsque la population a participé à la réalisation de cette activité. Je dis et je vous remercie. S'il y a des questions de compréhension, on est toujours là.
on peut échanger. Merci beaucoup, cher Moulouba, pour cette précise présentation. Ça a été vraiment riche en idées, en connaissances. Donc, j'espère que la majorité de nos participants ont beaucoup plus bénéficié et il y aura des questions. Je tiens à rappeler que pour tous ceux qui ont des questions ou préoccupations, veuillez le placer sur le espace chat. Nous allons répondre à tout cela bientôt. À présent, avant de passer la parole au deuxième intervenant pour la deuxième présentation, je tiens à vous rappeler que nous organisons des sessions de formation sur la maîtrise du logiciel QGIS en distance et en présentiel. En présentiel, nous sommes à Kinshasa, Limité Premierie, Funa, et en ligne, cela se passe sur la plateforme Zoom, où nous mettons à la disposition des candidats des tutoriels et puis d'autres modules qui leur permettra de mieux maîtriser le logiciel. Nous avons aussi mis en place un statut que nous appelons les ambassadeurs RFS. En fait, un ambassadeur RFS, c'est quelqu'un qui parle un peu des activités de RFS Consulting et en retour, il y a quelques avantages. Donc, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur notre site web www.rfs-congo.com. Vous y trouverez les différents détails et puis les formulaires pour l'inscription. À présent, je laisse la parole à notre cher Jean Tondel depuis Togo pour la deuxième présentation. Tout d'abord, je vous remercie pour la confiance que vous nécessitez de renouveler à mon égard. Je suis Jean Tondel, urbaniste, également formateur en logiciel de système d'information géographique et AutoCAD. Je suis basé à Lomé au Togo. Alors, en ce qui concerne ma présentation, je vais vous parler d'un projet que j'ai élaboré sur un plan de document que j'ai proposé afin d'intégrer les déplacés de guerre à Kinkala, qui est une ville secondaire de la République du Congo. OK. En ce qui concerne le plan de travail, pour un début, je vais contextualiser le sujet. Ensuite, je vais parler de la problématique. Après viendra les objectifs. Suite à cela, viendront les résultats attendus. Après le résultat attendu, je vais présenter la méthodologie. Après la méthodologie, je vais parler des étapes de la cartographie participative. Et enfin, il y aura une conclusion. Sans plus tarder, je me permets de porter à votre connaissance que la République du Congo a connu 3 grandes périodes successives de guerre civile. D'abord entre 1993 et 1994, ensuite entre 1998 et 1999 et enfin entre 2002 et 2003. Ces guerres civiles qui s'opposaient, c'était l'armée congolaise et la rébellion du Pasteur Kouni. Et suite à cela, plus tard, en 2015-2016, après la période du référendum, il y a eu encore des manifestations. Et généralement, ces guerres civiles se déroulaient dans le département du Poul, dans le chef-lieu est la ville de Kinkala. Et la ville de Kinkala, c'est où se trouve notre site de projet. Donc, à propos de la problématique, comme vous le constatez sur ces images, après le référendum en 2016, il y a eu en 2008, après octobre 2015, il y a eu un déplacement massif des populations qui ont quitté les districts environnants de la ville, du département du Pou. Ce département compte 13 districts. Et Kinkala est une commune, également l'un des départements de ce département. Et donc, il y a eu plus de 6 000 personnes qui se sont déplacées, qui ont quitté d'autres districts de ce département, notamment le département du Pou, pour se diriger dans la ville de Kinkala afin de trouver un abri. Comme vous le constatez ici, sur cette image, c'était lors de l'arrivée de certains déplacés de guerre dans la ville de Kinkala. Ici, nous avons un bâtiment qui a été détruit pendant ces conflits. Et à l'extrême droite,
de notre camp, c'est la mairie de Kinkala. Nous avons ici les déplacés de guerre qui étaient logés là-bas. Et donc, en gros, suite à ce déplacement de ces personnes, il n'y avait pas de logement adéquat, des logements idoines qui ont été prévus pour pouvoir accueillir ces populations. Ce qui fait que d'autres se sont logés dans certains équipements publics et privés aussi, dans des zones inconstituées telles que les bordures de cours d'eau et près de certaines forêts. Donc, comme objectif, nous sommes fixés ici. Les objectifs sont, on va présenter un plan de situation de la ville de Kinkala. On va également présenter un état de lieu du site des déplacés de guerre. Et aussi, on va présenter un plan de lotissement ainsi que son intégration dans son environnement immédiat. Et donc, c'est le dernier objectif qui fait, en grosso modo, notre présentation, notre travail, notre projet. Et donc ici, le Congo-Brazzaville, c'est un pays de l'Afrique centrale, c'est situé ici. Ici, on a essayé de localiser la carte du Congo dans celle de l'Afrique. Ici, nous avons la carte administrative de la République du Congo avec ses 12 départements. Ici, nous avons la carte du Pau ainsi que ses 13 districts. Et ici, comme vous les constatez en rouge ici, c'est les limites, c'est le périmètre administratif de la ville de Kinkala. Et donc, en bas ici, on a fait un zoom, c'est une image satellitaire, et donc c'est le périmètre de la ville avec en blanc ici, c'est les réseaux viaires, donc la voirie de cette ville. Présentement, nous allons vous présenter la majorité des sites où sont logés ces déplacés de guerre. Et donc, ici, nous avons, c'est au sein de la mairie de Kinkala, comme vous le constatez. Nous avons la façade principale de la mairie ici. Ici, c'était toujours dans la mairie. C'est le commissariat des Nations Unies, le représentant de cet organisme qui faisait des dons à certaines populations déplacées. Et donc, ici, cette image, c'est un espace public en plein air où était là où certaines populations avaient eu la bruit, ils étaient là-bas. Donc, comme vous le constatez, il y avait vraiment un problème de logement pour ces déplacés de guerre parce qu'on dit que normalement tout le monde a droit à un logement convenable, un logement adéquat. Et donc, c'est cela qui a attiré notre attention pour pouvoir proposer ces projets. Et donc, ici, c'est toujours le périmètre administratif de la ville de Kinkala. On a fait une carte des enjeux urbanistiques pour pouvoir identifier les problèmes majeurs de cette ville. Et donc, ici, je vais me focaliser sur le périmètre de notre plan de lotissement. C'est ici, c'est délimité en pointillé, en jaune ici. Donc, au niveau de la légende ici, j'ai écrit déplacés de guerre et victimes de la réalisation du projet à reloger. Donc, cette localisation nous permet de vous donner une idée de où se trouve notre site de projet, notamment la proposition du plan de lotissement. Suite à cela, on a fait un zoom avec une image satellitaire, également avec le coupe de niveau, pour montrer comment se présente la topographie du site, parce que pour ceux-là qui sont du domaine, ils savent, on ne fait pas un projet de lotissement juste comme ça. Lorsqu'on trace les voies, également on trace les îlots et autres, il y a certains principes auxquels on tient compte. Donc, c'est sur la base de cette carte topographique présentant les courbes de niveau qui nous a permis de pouvoir respecter certains principes afin de faire notre découpage parcellaire. Et donc, ici, nous avons la carte de synthèse de notre plan de lotissement avec le cours des niveaux. Il y a plusieurs éléments. La légende, elle est là. Nous avons des îlots et des lots. Les lots ici, ce sont des parcelles. C'est différencié par des couleurs. La légende est là. Telle que cette couleur, ça représente les lots de 500 mètres carrés.
Et tous les éléments de notre plan ont été présentés qualitativement et quantitativement. Donc, nous avons ici le nombre de lots de chaque type de lot. Donc, nous avons les lots de 500 mètres carrés, les lots de 300 mètres carrés, les lots de 150 mètres et enfin les lots de 150 mètres carrés. La légende est là. On a eu également à proposer plusieurs équipements de proximité, des équipements socio-économiques. Donc, comme vous le constatez, je peux citer certains équipements. C'est ici, le numéro 21, c'est un centre de santé. Donc, il suffit de voir au niveau de la carte ici pour pouvoir localiser chaque équipement qui a été proposé. Nous avons ici des espaces verts ici. Et donc, ici, à la base, vu qu'il y avait des cours d'eau, donc, ce qu'on a fait, on a essayé de définir une servitude. Et donc, en bleu, sur le milieu, nous avons ici, c'est le cours d'eau. Alors, par la suite, nous avons fait une intégration spatiale de notre plan de lotissement. Donc, comme vous le constatez, l'image que vous voyez ici, c'est l'image que je vous ai présentée au départ de ma présentation. Plutôt précédemment. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est de pouvoir superposer le plan de lotissement proposé sur son environnement immédiat. Donc, c'est ce que vous constatez ici, avec toujours la légende. Donc, les différents éléments qualitatifs et quantitatifs ont été représentés ici. Ça a été décrit. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, et donc, d'abord, il faut dire que nous sommes basés d'abord à travers le logiciel Google Earth pour pouvoir délimiter notre périmètre du site avant de se rendre sur le terrain. Et cette image satellitaire, après la délimitation, il y a eu le géoréférencement. Une fois que nous nous sommes rendus sur le terrain, il y a eu des enquêtes socio-économiques. Et toujours, étant donné que ce projet, c'est un projet de cartographie participative, donc il y avait eu l'implication de la population, les acteurs du projet, la population locale, les ONG, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies, parce que c'est cet organisme qui finance le projet humanitaire d'une manière générale, aussi les collectivités locales telles que la mairie de Guintala. Suite à cela, il y a eu les traitements des données qualitatives, quantitatives et géographiques. Et enfin, il y a eu l'élaboration. En fait, nous remarquons que notre cher ami a un petit problème de connexion. En fait, espérons qu'il va nous revenir. En attendant, je demanderai à ceux qui ont des questions, que ce soit concernant le premier intervenant, soit le deuxième, mentionner leurs questions sur l'espace chat. Et ceux qui ont la possibilité de parler n'ont qu'à lever la main et puis on va les accorder la parole. Oui, moi, c'est presque. Et ma préoccupation, ça concerne la première présentation toujours. Oui. Et quand Moulouba a exposé, il a dit que la population, donc l'objectif aussi, c'est pour que la population elle-même soit capable d'actualiser les données. Est-ce que, quelle politique ils ont utilisée pour que la population puisse être capable d'actualiser les données? Or, avec les logiciels, les GIX, il y a les ordinateurs non portables qui sont des petites capacités. Est-ce qu'on peut penser peut-être à doter les centres de santé ou bien les zones de santé et puis former quelqu'un qui pourra chaque fois actualiser les données? Ok, merci beaucoup. Je vais aussi passer la parole à Moulouba, mais de ma part, ce que je tiens à dire, si je me rappelle encore, je vous ai parlé que par rapport à ma contribution ou bien ma participation, en dehors de tout ce qui est contrôle qualité ou réalisation des cartes et atlas, j'avais aussi comme mission l'élaboration de modules de formation, donc des tutoriels,
et puis d'autres. Et le travail n'était pas seulement de réaliser les cartes, mais aussi de former le personnel de santé. Et c'est ce que nous avons fait. Mais pour contribuer, pour actualiser les données, que ce soit dans la base OSM, cela ne nécessite pas seulement avoir un ordinateur. C'est comme le baladi, il y a des applications mobiles qui permettent aujourd'hui de contribuer à OSM. Et ce n'est pas toute la population qui devait être formée à la réalisation des cartes, mais quelques personnels de santé, comme vous venez de le dire. C'était l'une des activités du projet. Je laisse la parole à Moulouba s'il a d'autres choses à ajouter par rapport à cette question. Ok, merci. Oui, merci Christian. Mais tu vois que dès le début, parmi les méthodes, il y a d'abord des missions pilotes. Dans les missions pilotes, là, on essaie de comprendre d'abord le niveau intellectuel de la population, on essaie de comprendre les besoins de la population, on essaie d'adapter les projets aux besoins de la population. Maintenant, parmi les méthodes participatives, il y a la formation de la population sur les outils à utiliser sur la collecte des données. Et nous, on l'a fait parce que nous avons, avant d'aller sur le terrain, on commençait toujours à être avec la communauté pour leur montrer, par exemple, OSM, comment nous allons l'utiliser, OSM Tracker, comment nous allons l'utiliser, et également Kobo, comment nous allons l'utiliser. Ainsi, la population elle-même a participé. En participant comme ça, pendant que nous, on est sur place, ça nous permet directement de répondre aux questions de compréhension qu'ils peuvent poser sur l'outil. Ça nous permet de résoudre aussi certaines difficultés à la compréhension des outils. Notez bien que nous avons dit que les outils ont été sélectionnés en se basant au niveau socio-économique de la communauté. Alors, après la collecte des données, il y a aussi des séances de validation et la séance de contrôle qualité des données par la communauté. Et puis, à la fin, nous avons aussi procédé à la formation sur la réutilisation des données collectées. Donc, la réutilisation des cartes pour trouver les origines des patients, pour faire autre navigation. Alors, toutes ces interventions insérées dans notre plan, dans notre intervention, c'était pour permettre à ce que la population comprenne elle-même c'est à quoi ça consiste l'activité que nous sommes en train de mener et que la population comprenne comment eux-mêmes peuvent faire cette même activité à notre absence. Alors, parmi la population, il y en a ici qui ont été souples et qui ont, par exemple, leur ordinateur, qui ont leur propre smartphone. C'est là, on les a récupérés, on les a regroupés, on les a formés sur l'utilisation, par exemple, de QGIS, l'utilisation approfondie sur OSM, de telle sorte qu'ils peuvent eux-mêmes collecter, centraliser les données collectées par d'autres gens et ils peuvent manipuler et produire des cartes. Et c'était ça, la méthode que nous avons utilisée et franchement, ça a donné beaucoup de résultats. Merci beaucoup, cher Moulouba. J'espère la réponse a été satisfaisante. Oui, il y a aussi notre cher Isaac qui a levé la main. Oui, cher Isaac, vous pouvez intervenir. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, c'est Isaac Zoumassi. Je suis urbaniste à Ville de Boutembo. Oui, j'ai suivi un peu l'intervenant, l'ingénieur Moulouba. Il a parlé concrètement concernant l'élaboration des cartes des zones santé à Ville de Boutembo. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci, est de savoir, surtout du côté de l'Ituri, presque nous sommes à frontière avec l'Ouganda. Là, on a presque tout numérisé, mais vers la RDC, il n'y a rien. Maintenant, j'aimerais demander si quelle stratégie aussi les OCHMAN aussi a mis en place pour essayer aussi d'actualiser aussi les données de la RDC, mais aussi nous autres, nous qui sommes nous des cartographes, pour essayer aussi d'actualiser par-ci, par-là, pour retrouver plus facilement les données. C'est ça ma préoccupation. Merci. Ok, merci beaucoup. Cher Moulouba, j'espère que vous avez bien suivi sa préoccupation. Oui, j'ai bien suivi Isaac Ozimati.
D'accord. Isaac, si vous parlez des données sanitaires, par exemple, pour Ituri, nous avons déjà numérisé plusieurs limites des aires de santé en Ituri et les travaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ton information, ici, l'année passée, à décembre, nous avons beaucoup travaillé avec la DPS Ituri et sur les outils de collecte et de mise à jour de la donnée. Il y a des tutoriels qui sont en train d'être développés par Christian, qui vont être envoyés, je pense, la semaine prochaine ici à Ituri, pour qu'ils puissent continuer la formation et mettre en application. Et puis, pour vous, étant que cartographe et que vous dites que vous êtes à Butembo, nous avons un bureau des OSM RDC ici à Butembo. Et puis, vous pouvez y passer. C'est ici sur l'avenue Makassi. Soit comme vous êtes à Butembo, je sais que vous pouvez me trouver facilement sur le téléphone à partir de tes collègues. On peut juste échanger et puis on avance avec la formation avec vous. Pour ton information aussi, depuis bientôt 4 jours, on a déjà initié des projets de cartographie des îlots et de la ville de Butembo, mais également numériser le reste des bâtiments que nous avons laissés l'année passée. Tout cela se fait au bureau. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer à ces activités. OK, merci beaucoup. J'espère, cher Isaac, a bien compris et il finira par vous contacter. Voilà, nous poursuivons. Pour ceux qui ont encore des préoccupations, veuillez lever la main et puis on vous accordera la parole. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, vous pouvez toutefois écrire votre question sur l'espace chat. Nous allons aussi y répondre. Oui, cher Bassiro, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Vous avez levé la main, vous pouvez parler. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, c'est du Sénégal. Voilà, je disais, j'ai posé la question parce que ici, bon, moi, je suis technicien supérieur en géomatique. Et nous sommes toujours confrontés à des problèmes de mise à jour. Parfois, vous travaillez sur une zone, vous voulez utiliser les données surtout sur le bâti. Voilà. Vous constatez que la base de données de OSM n'est pas à jour. Bon, c'est pour cela que je demandais est-ce que même si moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans ça, parce que OSM c'est une base de données contributive et chacun voilà, peut faire le travail et y envoyer. Mais je pense que dans chaque pays, comme ici au Sénégal, on a OSM Sénégal. Il y a OSM, voilà, le monsieur vient de le dire. Est-ce que ces différentes directions de OSM travaillent ensemble pour mettre la base de données, même si à chaque 3 mois ou bien chaque année, voilà, essayer de mettre à jour les données. Cela aussi va faciliter l'utilisation de ces données et de la plateforme aussi. C'est juste ça que je voulais souligner. Merci. OK, merci beaucoup. Oui, par rapport à cette question, ce qui est sûr est que dans chaque pays, en fait, ce n'est pas dans la majorité, dans tous les pays, mais en fait, dans la majorité des pays, OSM est représenté et cela, c'est sous forme d'organisme non gouvernemental, chapeauté par des coordonnateurs ou coordonnatrices. Et cela dépend des projets en cours qu'ils ont par rapport à l'un des pays. Mais ce qui est sûr, parmi les missions principales, c'est de contribuer à la base OSM, donc actualiser la base OSM. Et c'est comme vous le savez, souvent, on travaille avec la population. C'est une cartographie ouverte. Donc, ça veut dire c'est que les responsables ont à faire, c'est de mettre en place des stratégies qui permettront à ce qu'un bon nombre de la population deviennent des contributeurs OSM. Il y a des contributeurs actifs, comme vous pouvez le constater avec notre cher Moulouba, mais pour d'autres qui veulent aussi contribuer, c'est là est plus simple. Donc, c'est question de créer un compte. Donc, ça veut dire avoir un compte sur la plateforme OSM. Ça dépend de votre navigateur. C'est juste question de rechercher OpenStreetMap. Et à partir du site OpenStreetMap, vous pouvez créer un compte. Et une fois que vous avez un compte sur OpenStreetMap, cela vous donne déjà la possibilité de contribuer.
Et aujourd'hui, les choses sont tellement facilitées avec les applications mobiles. Et il y a des applications mobiles qui vous permettent à contribuer là-bas la base OSM. Donc là où vous êtes, vous pouvez contribuer en ajoutant des points d'intérêt, en ajoutant par exemple des notes, des photos et autres. Nous tenons juste à informer que dans le jour à venir, vu que bientôt là, on va finaliser tout ce qui est partenariat avec OSM RDC. Dans les jours à venir, nous allons organiser une visioconférence qui sera juste consacrée à démonstration et puis les différentes utilisations des applications et plateformes de contribution sur OpenStreetMap. Donc, ça sera une façon de montrer un peu aux autres participants comment on peut créer un compte et comment on peut participer à cela. Cher Moulouba, oui, si vous avez à dire, vous avez la parole. Aussi, si je peux te compléter, mais les organismes qui sont dans chaque pays, tous aux appels de représentation régionale, tous dépendent de la plateforme de OSM qui est basée en Angleterre. Donc, ils doivent aussi remplir certaines conditions pour que tel ou tel bureau puisse fonctionner dans un pays au nom de OSM. Alors, il peut arriver, par exemple, que nous utilisons la collecte des données avec OSM Inde, par exemple, et que nous envoyons la donnée sur les plateformes, soit sur les serveurs OSM, et que du coup, la donnée n'est pas visiblement mise à jour dans le fond de notre OSM Inde. Chaque début du mois, il y a toujours des mises à jour que OSM Inde propose. Donc, ça fait le nettoyage sur les données collectées dans l'intervalle d'un mois. Et puis, chaque premier du mois, il y a toujours des mises à jour. Et maintenant, vous ne pouvez pas voir les mises à jour de votre contribution avant la fin du mois. Et puis, pour accéder à cette mise à jour, l'application OSM Inde te propose déjà, et si tu utilises OSM Ande gratuit, ça te propose déjà 7 téléchargements gratuits. Et alors, il faut entrer dans les paramétrages de la carte et vous téléchargez, ou soit vous mettez à jour les fonds de votre carte et bien, vous allez avoir toutes vos contributions à jour si vous l'avez fait dans cet intervalle de 1 mois. S'il y a plus de préoccupations, nous allons se dire au revoir. Et pour tous ceux qui souhaitent, ou bien tous ceux qui souhaiteront avoir un certificat de participation pour cette visioconférence, bénéficier des présentations et puis une séance spéciale sur la manipulation du logiciel QGIS, afin de soutenir notre initiative, cette initiative. Il vous est demandé juste de payer un petit rien. On va se retrouver à la visioconférence prochaine où nous parlerons aussi de quelques outils ou soit appareils, applications permettant de contribuer sur OpenStreetMap. Et nous sommes en train de discuter déjà sur le thème, mais il y a des probabilités ou bien il y a des chances que ce soit sur l'important, soit le rôle de la cartographie, soit les SIG dans le domaine de la santé publique. Donc, nous allons un peu voir comment on peut se servir des SIG, comment les SIG est très important, comment la cartographie joue un grand rôle dans le domaine de la santé publique, parce qu'aujourd'hui, nous savons bien, lorsqu'il y a épidémie, lorsqu'il y a telle situation, en ce qui concerne la santé, c'est tout le monde qui est bouleversé. Mais si dans chaque pays, dans chaque zone, nous avons assez de données ou bien d'informations possibles sur cette zone-là, peu importe la situation qui se présente, l'épidémie qui se présente, on saura en fait dans moins de temps faire face à cela. Parce que connaissant le milieu, ayant des informations, on peut vite mettre en place des mesures d'atténuation, soit des stratégies pour faire face à cette situation. Alors, on va un peu parler de la cartographie dans le domaine de la santé publique. Comment, par exemple, un médecin chef de zone qui a des données de terrain, et comment il peut les représenter sous forme de cartes, comment il peut préparer sa base de données, comment il peut les actualiser de temps en temps. Et nous espérons toujours que OSM RDC, avec qui nous travaillons déjà comme ça ensemble, aura aussi un grand rôle à jouer dans cette visioconférence édition 7. Donc, sauf imprévu, nous espérons que ça pourra être d'ici la fin de ce mois ou soit le début du mois de février.
Et nous demandons aussi à tous les participants, vous avez aussi la possibilité de nous proposer des thèmes. Si vous pensez qu'il y a un thème qui est important, il y a des thèmes dont vous voulez que nous puissions aborder, vous pouvez nous écrire et comme ça, nous allons voir comment les programmer. Nos contacts sont info@rfs-congo.com. Soit encore, vous pouvez accéder à notre site web www.rfs-congo.com. Vous pouvez aussi retrouver les enregistrements des éditions précédentes sur notre chaîne YouTube RFS Academia, soit sur notre site web www.rfs-congo.com. Un grand merci à vous, cher Moulouba. Un grand merci à M. Jean Todel. Et un grand merci à tous les participants. Nous l'avons toujours dit, ce qui fera que l'Afrique puisse rattraper son retard, c'est cet esprit de partage, des échanges. De temps en temps, chacun a un don, chacun est champion à un domaine. Les échanges pareils nous permettent à se découvrir et puis à profiter sur l'expérience des autres. RFS Consulting, RFS Academia restera toujours à votre service. Nous vous demandons aussi, afin d'atteindre encore beaucoup plus de gens, de temps en temps, veuillez partager nos affiches de visioconférence, veuillez aimer et partager, par exemple, la page Facebook RFS Consulting, notre compte Instagram RFS Consulting, la chaîne YouTube RFS Academia, et pourquoi pas chaque fois visiter notre site web afin d'être informé de nos futures éditions. Au nom de toute l'équipe d'abord de RFS Consulting, au nom de notre partenaire OSM RDC, ainsi que les autres, au nom de tous les intervenants, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur vœu pour l'année 2022. Retrouvons-nous à la prochaine.